Léa Moscona. Radio J. Radio J. Bienvenue dans l'ère du temps, nouveau numéro sur la généalogie juive. Nous retrouvons Alain Nedjar, administrateur du Cercle de généalogie juive. Bonjour Alain. Bonjour Léa. Très régulièrement, on vous retrouve sur Radio J et dans l'ère du temps, nous parlons du Cercle de généalogie juive parce que la généalogie juive est en plein boom. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous a donné l'idée de créer ces 2 journées. C'est le premier salon de la généalogie juive, Alain. C'est 2 journées au musée d'art et d'histoire. Du judaïsme. Du judaïsme. Alors, il faut le noter sur les agendas 19 et 20 novembre prochains. Ce seront de très, très belles journées. On va découvrir pas mal de choses. On va en parler un petit peu dans cette émission, mais beaucoup plus largement la semaine prochaine, à la même heure, jeudi prochain. Avec plaisir. Mais pour ce numéro, tous les deux, nous avons le grand plaisir de recevoir une personnalité hors du commun. Un homme des médias, un homme de la communication, documentariste, producteur de cinéma, écrivain. Je suis sûre qu'il me manque encore des casquettes, mais il va me le dire dans un instant. Bonjour Serge Moati. Bonjour, je suis ravi d'être là. Mais on est ravis, tous les deux d'ailleurs, avec Alain, de vous recevoir. Vous avez des tas de choses à nous dire, mais si vous êtes là, Serge, c'est qu'il y a un lien entre le Cercle de généalogie juive et vous. Le Cercle a travaillé sur vous, il a travaillé sur votre vie. Oui, mais je ne savais pas ça. Et c'est grâce à eux, grâce à mon camarade qui est devant moi, ma nouvelle amie. Mais je n'avais aucune réflexion, aucune culture de généalogie, moi. Puisque j'ai perdu mes parents, vous savez, quand j'avais 11 ans. Oui. J'ai jamais connu mes grands-parents, j'ai jamais rien connu. Et si je peux vous faire une révélation, enfin une confidence plutôt, si j'ai fait ce métier de faire des films et de faire des images, c'est parce que je n'avais aucune vision de mes parents même, de mes parents morts quand j'avais 11 ans. Comme si vous vouliez construire une histoire passée. Reconstituer des images. À l'époque, on faisait peu de photos, vous savez. Je suis né en 1946, au retour de déportation de mon papa. Et, Vous avez commencé à 20 ans, hein, très très jeune, mais dans même ce avant. métier. Même avant. Oui, j'ai commencé métier à le faire, vous voulez dire? Oui. Parce qu'avant, il y avait une passion, depuis ma naissance, Ah oui. presque, enfin, si j'ose dire. Laquelle? Des films, que j'allais tout le temps au cinéma, etc. Et puis, quand je suis arrivé à Paris après la mort des parents, à 11 ans et quelques, j'ai beaucoup été dans les ciné-clubs, etc. Vous voyez? Et j'étais mis dans une espèce de pension, comme ça, etc. Je me suis inventé plein de trucs dans la pension. J'en avais marre de dire que j'étais orphelin, tout ça, etc. C'est triste. Enfin, bon, bref. Alors, je vais pas vous raconter tout maintenant, mais... Non, mais justement, puisque ce travail a été fait par le Cercle de généalogie juive, Alain va nous j'en suis raconter très reconnaissant. les circonstances. Moi, j'ai juste envie, avant de donner la parole à Alain, j'ai envie de vous poser une question. Oui, je vous en prie. Comment le mot généalogie résonne-t-il aujourd'hui à vos oreilles, dans votre cœur, une fois que des révélations ont été faites, des trouvailles, si j'ose dire, de votre arbre généalogique a été trouvé? Mais moi, je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé. Vous ne savez pas. Mais non, et comment je saurais? Moi, je comprends rien. Tout va être révélé quand même lors de ces journées. Non, je suis d'accord. Ouais. Mais moi, c'est comme si on ressuscitait des morts. Oui. Résurrection. C'est ça qui est étonnant et bouleversant pour moi. Puisque je vous dis, tout s'est arrêté pour moi quand j'avais 11 ans. Donc, j'ai jamais connu mes grands-parents, même ça. Et, encore moins ceux qui vont révéler. Alors, Alain, comment est-ce que ça s'est passé? Eh bien, c'est-à-dire que au Cercle de généalogie juive, comme vous le savez, nous étudions la généalogie non pas d'une seule personne, mais de tout un groupe de personnes. En cette matière, ce sont les Juifs tunisiens qui ont été, je dirais, l'objet de nos recherches. Bon. Et lorsque nous avons rencontré Serge Moati à diverses occasions, et en rapport avec ce que nous avions retrouvé dans les archives, nous nous sommes aperçus que nous avions des informations sur les parents, les grands-parents et toute la généalogie de Serge Moati. Or, on sait que Serge Moati, comment dirais-je, il était arrivé dans une espèce de cul-de-sac. Oui. Hein. Oui. Il écrivait lui-même le mystère est à peu près total sur mes origines, peu de traces ou d'écrits, juste la mémoire, le folklore et les légendes familiales. Donc, on s'apercevait bien que nous étions en face de quelqu'un qui était arrivé, je dirais, presque au bout du bout. En général, les orphelins, on a du mal à construire un arbre généalogique. Hein. C'est vrai. C'est un vrai cul-de-sac. C'est un sens interdit, j'allais dire. Évidemment. Les orphelins, ce sont les possesseurs de leur propre futur. De leur propre futur. Et à ce moment-là, à partir du néant, puisque
il avait déjà, Serge Moiti, en tête, son rêve, c'était de faire des films. Ouais. Déjà, à l'âge de 11, 12 ou 13 ans, son rêve, c'était de faire des films. Donc, il voulait, si vous voulez, construire, non seulement se reconstruire, mais construire. Bon. Voilà. Et ça me fait penser, vous savez, à Baudelaire, hein, les fleurs du mal. C'est-à-dire qu'à partir du néant, à partir de ce qui était dur, eh bien, il a reconstruit quelque chose, et c'est en cela que c'est assez émouvant. D'ailleurs, ses livres, ses écrits, ses films sont en rapport, je dirais, avec cet état de psychose qui l'habite en permanence. Sans révéler ce que vous avez trouvé, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez procédé et est-ce que vous êtes confronté à des murs? Parce que quand il s'agit de retrouver, surtout en Tunisie, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais en Tunisie, est-ce qu'on arrive à retrouver avec l'administration des traces? Oui, alors, au début, je dirais qu'il n'y avait rien. Bon. Et il y a environ une dizaine d'années, au Cercle de généalogie juive, avec Thierry Samama, Gilles Boulu de Paz, mon épouse Liane Nedjar, moi-même et d'autres personnes comme Dominique Bessis-Lévy, nous nous sommes occupés de recherches sur la généalogie tunisienne. Pour cela, il fallait partir de sources. Bon. Et en fin de compte, pour retrouver des informations sur les Juifs en Tunisie, il n'y a pas moins d'une trentaine de sources sur lesquelles nous avons travaillé pendant 10 ans. Ah oui. Voilà. Et nous avons travaillé aussi bien sur des états civils que sur des recensements, sur les listes de passagers de bateaux, des protés, des registres de chancellerie, des actes notariés, également des relevés de cimetières, des correspondances consulaires, des ketubot, des états de protection, des passeports. Donc vous imaginez le travail que ça peut représenter. Un travail de fourmi. Serge, vous pensiez qu'il restait... ému, oui, parce que ça doit être... Oui, quand on travaille sur un passé qu'on ne connaît pas. Oui. Vous pensiez que ces traces existaient en Tunisie? Mais pas du tout. Mais pourtant, vos parents avaient une place, ils avaient un métier là-bas. Donc ils devaient rester. Mais c'est la seule chose qui me reste, c'est la mémoire de mes parents connus en Tunisie. Mon père, parce que c'était un journaliste connu. C'est lui qui s'appelait Serge. Moi, je ne m'appelle pas Serge. J'ai pris son prénom, j'ai volé son prénom. Ça vous montre à quel point. Je m'appelle Henri. Henri Chaim. Henri Chaim, la vie. La vie. Et j'ai pris son prénom parce que c'est tout ce qui me restait. C'était ça ma généalogie juive. Mais vous n'avez jamais pensé retourner en Tunisie, aller voir les voisins? Mais arrêtez, je n'ai pas arrêté. Vous n'avez pas arrêté de le faire? Mais non. Et quoi? Mais ils sont tous disparus. Ils ont foutu le camp. Enfin, vraiment. Enfin, vous l'avez fait à quel âge? J'ai fait des films. La première fois que j'ai osé, si j'ose dire, retourner en Tunisie, j'avais 20 ans. Donc 9 ans après la mort. Oui. Et pour moi, la Tunisie, c'était comme un cimetière délabré, qui est le cimetière juif de Tunis, où je suis encore allé cet été, là. Et pour moi, c'est des tombes fracassées, des trucs comme ça, etc. J'aide aussi ce cimetière. Enfin, vos parents sont là-bas, sont dans le cimetière juif de Tunis. Et ils sont collés l'un à l'autre. Tombe de mon père, tombe de ma mère. Ce qui était très rare, à la frontière des deux cimetières, ce qu'on appelle Grana, mais ça, il vous en parlerait mieux que moi, mon camarade, là, et le cimetière des Juifs originaires de Tunisie. Et donc, mais comme ils étaient amoureux l'un de l'autre et progressistes, mon père était chef du Parti socialiste en Tunisie. Et ils se sont mis côte à côte. Cela. Mais moi, j'ai tout fait comme lui. Ben oui, il fallait bien que je m'invente une... j'ai tout fait comme lui. Mais le problème, c'est que je fais des films depuis. Oui. Depuis que j'ai 16 ans, je travaille en professionnel. Je n'ai pas mon bac, je me suis tiré. Vous êtes un autodidacte, vous avez appris sur le tas. Et tous mes films, projections, tout ça, je rêvais que mes parents entrent. Et ils ne sont jamais entrés. Et je rêvais qu'on me dise, c'est bien mon fils. Bravo, enfin des trucs comme ça, vous voyez. Personne ne m'a jamais tapoté la joue. La reconnaissance, est-ce que c'est finalement ça qui nous manque quand on est orphelin? Bien sûr. La reconnaissance. Bien sûr. Bien sûr. Mais même quand on construit ensuite sa propre famille, votre fils est comédien, bien sûr. même quand on a sa descendance... Oui, il y a la descendance, mais il n'y a pas avant. On n'y renonce jamais, en fait. Non, je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour tous les orphelins. Mais non, je ne crois pas. On essaie de faire avec, mais c'est très compliqué, et c'est ça qui fait qu'on fait une vie aussi. C'est cette espèce de psychose comme ça de l'orphelinat. On se foutait de ma gueule au lycée, tout ça, à Paris. Oui, c'était l'époque arrête, etc. Et donc j'avais inventé des parents de substitution. La reine Elisabeth, par exemple. Ça paraît bizarre.
Non, c'est Non, pas mais la mal. reine C'est Elisabeth. pas mal comme mère. Mais non, j'ai dit, mais non, mais c'est ma mère. Bon, oui, oui, elle est venue à Tunis, elle était enceinte, et elle a laissé là, elle a vu un couple de bourgeois juifs tunisiens plutôt gentils, et elle leur a filé moi. Mais c'est pas une blague, ce que Oui, je vous raconte. mais alors vous À un point tel que Mitterrand était au courant de cette blague, Ah. de ce truc-là. Mais enfin, ça, je ne vais pas vous raconter, c'est trop long. Donc vous vous êtes construit un père, une mère, parce qu'à 11 ans, vous aviez 11 ans, on a quand même des souvenirs à 11 ans. Bon, des impressions, peut-être presque, vous avez peut-être le principal, finalement, à 11 ans. Quelque chose qui est presque impalpable, mais une transmission, tout de même. Eh ben, c'est transmis, mais sans que je sache que c'est transmis. Évidemment. Alors, question. Le jour de la révélation, si Alain Nedjar et son équipe du Cercle vous apprend des choses totalement que vous ignoriez... J'ai pas appris, moi, ça encore. Je suis en pleine... Qu'est-ce que ça va vous faire de voir... la force, je pense. Du bien. Ça du va bien. Lui faire du bien. Oui, peut-être, oui. Si vous voulez, à un moment donné, Serge écrit « J'aimerais que ma bobine tourne à l'envers ». Et m'aide à revenir vers séries dont je ne sais presque rien. Vous voyez, et il écrit ça, je dirais, dans chacun de ses livres. Et quand on lit ses livres, on voit véritablement qu'on a affaire à quelqu'un qui est écorché vif. Hein. Il y a quand même une souffrance permanente. Et lorsque nous avons retrouvé des éléments, moi-même, je me suis dit, la généalogie, finalement, ce sera pour lui peut-être une forme de thérapie. Si je peux m'exprimer ainsi, parce que, si vous voulez, elle va répartir sa propre histoire, la sienne, sur le long. C'est-à-dire que, non pas sur l'après, donc l'après décès de ses parents, malheureusement, mais cette fois-ci, on va ouvrir une nouvelle lucarne. Et si vous voulez, la généalogie pour Serge, comme d'ailleurs pour l'ensemble des Juifs, pour l'ensemble du monde. C'est comme si vous preniez un télescope et que vous regardiez au loin les étoiles qui scintillent, et puis à ce moment-là, leur lumière vous raconte l'histoire de leur passé. Or, si vous n'aviez pas de ce télescope, vous ne verriez pas ces étoiles. Finalement, la généalogie, pour vous, Serge, ce sera, d'ailleurs pour tout le monde, comme le dit Alain, une façon de vous inscrire dans un clan, dans une lignée. Un clan, non. Un clan, c'est parce que c'est un ensemble d'individus qui ont un ancêtre commun, et ça permet de s'installer, d'avoir les deux pieds sur terre. Oui, est-ce qu'on n'est pas un peu en apesanteur? Non, c'est le mot clan qui m'énerve. Oui, alors une lignée. Oui, une lignée, oui. Une lignée. Parce que je suis un enfant de la terre aussi. Non, mais c'est important. Je veux dire, c'est pas pour me refermer, c'est pour m'ouvrir, au contraire. C'est pas pour être je suis dans un clan juif, tunisien. Non, c'est pas ça. Non, mais vous donnez une lignée, une raison d'être. Vous êtes le fruit d'une histoire. Oui, mais c'est pas ma raison d'être, ça. Pardon. C'est pas ma raison d'être. Ma raison d'être, c'est les films que je fais, et c'est que mes parents un jour viennent dans la salle de projection, comme je vous disais. Mais non, mais vraiment. Non, pour moi, c'est important de bien dire ce que je veux dire et pas faire plaisir. Oui, je comprends. Je suis pas dans une lignée, je suis pas dans un clan, je suis pas dans un truc. Je suis moi-même. Et ça, ce qu'ils ont fait eux au Cercle de généalogie juive, je pense que ça va me redonner une mémoire. Je sais pas comment dire. Je porte une mémoire dans une sorte de valise ouverte sur le monde. Oui, mais oui, bien sûr. Mais je vais un tout petit peu insister. Quand vous dites une mémoire, oui, mais c'est quand même appartenir. On peut être ouvert sur le monde, mais en connaissant ses origines et en sachant qu'on appartient. C'est pour ça que je suis très reconnaissant à ce qu'ils ont fait. Mais comme je ne sais pas ce qu'ils ont fait, je ne peux pas faire le malin comme ça. Et là, il faudra attendre le 19 et le 20 novembre. Voilà. Non, mais c'est vrai que je peux faire, moi. Mais la vie d'avant de Serge Moiti était, je dirais, c'était encore tourné en noir et blanc, si je peux me permettre. C'est vrai. Bon. Et là, ce que nous allons faire, nous allons, si vous voulez, combler les vides et suppléer à la trahison de la mémoire et redonner, offrir à Serge une nouvelle vie arc-en-ciel. C'est formidable. C'est très beau, c'est poétique. C'est très beau. Et tout à l'heure, avant de venir, il m'a dit le juif arc-en-ciel. Oui, je ne sais pas comment c'est venu cette histoire. Et moi, j'ai été bouleversé par son mot. C'est un article que j'ai écrit dans le magazine L'Arche. Mais bravo. Le juif arc-en-ciel, c'est ça. On n'est pas tous des arcs-en-ciel parce qu'on est le fruit de deux lignées, la mère, le père. Mais on y tend le devenir. Oui, on y tend parce que, en plus, un orphelin, ça aurait tellement aimé y tendre encore plus. Et grâce au Cercle de généalogie juive,
j'ai l'impression on va m'ouvrir une porte close toute ma vie sur la mémoire. Serge, vous avez écrit un livre sur les orphelins. Bien sûr. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris? Bien sûr, j'en ai fait plein. Enfin, bien sûr, parce que vous... parce que j'imagine que c'est ça, depuis l'enfance, c'est votre préoccupation. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez appris des autres orphelins? Est-ce que vous avez trouvé des sentiments communs, des ressentis communs? Moi, je pense... Vraiment, je ne suis pas un psy, moi. Hein, mais non, mais... Je dis ça pour faire le malin. Oui. Mais comme chez les autres, j'ai retrouvé une envie de fermer la porte. Quand tu es orphelin, tu n'as pas du tout envie de... Non. Contrairement à ce qu'on croit, tu n'as pas envie parce que c'est trop lourd. Ouais. C'est trop lourd et trop dur et trop... J'allais dire une phrase idiote, sanguinaire, d'en parler. Parce que tu es condamné à te dire, mais je ne suis pas un mec comme les autres, quoi. Je suis pas... Les autres, ils me parlaient de leurs parents, tout ça, etc. Ben moi, qu'est-ce que tu veux que je dise de mes parents? À part qu'ils étaient gentils, que ma maman faisait un très bon couscous, que papa était un journaliste connu et déporté en Allemagne. Donc j'étais très fier d'eux, pour des raisons différentes, mais je les adorais. Mais quand la mort vient, frappe à votre porte avec insistance, papa, maman, moi j'ai pas pleuré, je ne peux pas pleurer. Vous avez été saisi par la... Et puis il y a des gens, je sais très bien, ils se disent, il s'en fout. Il n'a pas de cœur. Alors que j'en ai un d'abord. Et puis, ça a été affreux pour moi qu'ils se disent ça. Alors donc j'ai fermé la... j'ai pas d'autre image que allez, qu'ils aillent se faire foutre tous. Je suis pas allé à leur enterrement. J'ai pas pleuré. Ils voulaient pas que j'aille à leur enterrement parce que j'étais trop petit. Alors bon, tant pis pour eux. Et donc je m'en suis sorti par l'art, si j'ose dire. Enfin l'art. La création. La création, disons. Et je m'en suis sorti uniquement comme ça. Et en rencontrant, en filmant aussi, des gens comme moi, des enfants comme moi. Et voilà. Et vous savez, c'est pas évident de n'avoir pas de mémoire. C'est pas évident. Il y a une chose également, c'est que, comment dirais-je, il a reconstruit un peu sa mémoire. Et la mémoire, par exemple, de son père, qui était à la fois son héros et son anti-héros. Pourquoi ? C'est-à-dire, il était son héros presque ordinaire. Ça a été résistant, ça a été cela, mais je me rappelle, j'ai lu une phrase à un moment donné, et il dit « J'aurais aimé qu'il plante le drapeau français au sommet de la Tour Eiffel ». Alors, c'est incroyable, mais là, j'étais bien obligé de l'arrêter. Je vous expliquer pourquoi. Parce que l'homme qui a planté le drapeau au sommet de la Tour Eiffel, il s'agit du père de ma femme. Ah non, c'est vrai? Parce que le père de ma femme, qui était pompier et qui faisait de la résistance à l'époque de la libération de Paris, c'est l'homme qui a planté le drapeau français au sommet de la Tour Eiffel. Ça signifie... Il fallait qu'on se rencontre. Voilà. Et vous êtes tous les deux originaires du même... Alors, est-ce que de la même ville? Est-ce que du même endroit? Non, je crois pas. Non, de Tunisie, par nos parents, grands-parents. Ouais. Et également, bien évidemment, et ça on en reparlera en ce qui concerne la généalogie, c'est que Serge est un cosmopolite rétroactif. Autrement dit, ce n'est pas que la Tunisie. Arrête d'injure, pas d'injure. Voilà. Bon. On a beaucoup ce matin. Donc, c'est ce que nous ferons découvrir lors de ces journées. Et nous aurons un interview, avec Serge, et on parlera de tout cela en détail, de façon un peu plus technique, mais avec les révélations à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que Serge va découvrir donc finalement son arbre. D'où je viens. Juste, est-ce qu'on peut avoir, sans avoir de révélation, au moins est-ce qu'on peut avoir... Vous voulez que je sorte du plateau? Non, mais au moins jusqu'où on a pu remonter? Est-ce que c'est trop d'infos, ça? C'est presque trop d'infos, mais bon, on a pu remonter jusqu'au début du XVIIe siècle. Mais c'est extraordinaire. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et vous savez, j'avais là, le fait de savoir... j'avais écouté Lise Gutmann dans une émission, elle disait une chose, savoir qui on est, d'où on vient. Ces petits mots m'ont touché, si vous voulez. Bien sûr. Tout est là. Tout est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes... si vous regardez l'avenir, mais que vous ne savez pas d'où vous venez, mais c'est chancelant. Et comme, si vous voulez, le présent et l'avenir sont complètement irréels, au moins le passé, c'est quelque chose qui a existé. Et puis, en allant vers le passé, vous rencontrez de nouvelles gens, une nouvelle famille.
de l'intérêt. C'est vrai. Donc à ce moment-là, même seul, vous pouvez penser à eux. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Serge, Non, mais ça 17e m'émeut, siècle. ce qu'il Mais dit. bien sûr, mais quand on vous dit 17e siècle, ça vous fait quoi? Comment ça me fait quoi? C'est-à-dire que de rien à 3 siècles Oui. Non, en mais arrière, tout d'un ça me coup. paraît surréaliste. Non, mais et en plus, nous autres juifs, on a eu la Shoah quand même. Ouais. Donc alors, je veux dire, l'histoire, elle a été saccagée. Oui. Non, mais évidemment. pardon, hein, Oui, mais oui. l'histoire, on nous l'a tué, les chambres à gaz, quoi, qui sont pas un point de détail de l'histoire pour nous. Non, n'est-ce pas? absolument. Et donc, voilà, il me parle comme tu as dit, 17e siècle. 17e siècle. À Blambon. Mais ça vint la Shoah d'une certaine façon. Oui. Ça la met dans un coin Bien d'histoire. Ouais, Alors- mais attends, c'est formidable. Alain, est-ce que l'arbre formidable. généalogique de Serge Moiti, c'est courant pour les Juifs, en tout cas dans la généalogie juive des Juifs de Tunisie? Est-ce que c'est courant de remonter Ah oui, jusqu'au bonne question. 17e? Est-ce que Je sais pas. Alors, C'est lui, ça. ce n'est pas courant, mais pour au moins une des branches concernant les Juifs tunisiens d'origine livournaise, oui, nous y avons travaillé et nous avons pu faire remonter les généalogies des Juifs tunisiens d'origine livournaise pratiquement jusqu'au début du XVIIe siècle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cimetières sont bien entretenus? Est-ce que ça veut dire que les synagogues et les communautés juives avaient des archives bien conservées? Ou alors que l'administration générale du pays conservait Non, des fois, si vous voulez, les sources étant multiples, les archives sont tantôt existantes, tantôt n'existent pas. En ce qui concerne Livourne, nous avons eu la chance de découvrir un registre avec tous les mariages depuis le début de la communauté juive, et c'est ce qui nous a permis de travailler, entre autres sources. Mais il y a d'autres sources également à Tunis, dont on parlera de façon plus technique lors du salon de généalogie juive, parce que ce serait trop long. Moi, je voudrais revenir simplement à Serge. Très rapidement, oui. Qui parlait la nostalgie. La nostalgie. Serge disait à un moment donné, il a écrit un livre qui s'appelle « Mon musée idéal, rêve d'Orient ». Il disait « Je me souviens de cet Orient-là, de cette cour au cœur de ce palais, et des oiseaux qui s'envolent, captés par le peintre photographe, manque juste le son d'un bonheur fugitif, nostalgie ». Oui. Mais vous savez, Serge, j'ai Oui. l'impression que c'est le principal que vous avez quand même eu en vous de vos parents. Certes, vous aviez 11 ans, mais vous avez capté peut-être le principal. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur la généalogie juive et sur la généalogie de Serge Moiti, rendez-vous 19-20 au Musée d'art et d'histoire du Non, mais sur judaïsme. le formidable travail qu'ils ont fait. Et sur le travail qu'ils ont Attends, fait. parce que c'est pas moi l'important, c'est eux. Et vraiment, enfin, je suis très reconnaissant au cercle de Merci. généalogie juive. Merci infiniment, Serge Merci, Léa. Moiti, Alain Nedjar. Et à la semaine prochaine, Alain, pour Avec plus d'infos. plaisir, bien sûr. Radio J. Le Festival oriental.